Bonsoir et bienvenue dans votre édition. On reparle encore de l'insécurité dans les établissements à la une ce soir. Il n'y a pas eu de cours au collège de Ouangani. Un élève a été appréhendé avec des armes blanches dans son sac. Les parents ont préféré ne pas envoyer leurs enfants dans l'établissement. Également dans ce journal, les fonctionnaires ultramarins encore une fois devant Bercy pour dire non à la réforme des congés bonifiés. Comme vous le savez, le gouvernement cherche à modifier les règles et l'octroi de ces congés. Et notre artiste de la semaine, c'est une écrivaine originaire de l'île Maurice, Ananda Devi. Plusieurs romans et prix littéraires à son actif. Ananda Devi à découvrir à la fin de cette édition. Les parents d'élèves du collège de Ouangani ont donc interdit leurs enfants de se rendre à leur établissement ce matin. Une manière de dénoncer encore une fois ce fléau, cette insécurité grandissante dans les établissements scolaires. En effet, un élève a été appréhendé avec des armes blanches dans son sac. La suite avec Henriette Bonaïssa et Farah Housseni. Aniati revient de la réunion de crise entre les parents d'élèves et les autorités concernées par la sécurité des élèves dans l'établissement scolaire. L'incident qui a conduit à la fermeture du collège ce vendredi a failli être étouffé par les responsables de l'établissement selon les parents qui n'ont pas compris pourquoi une plainte n'a pas été déposée à la gendarmerie. Rappelons qu'un élève originaire de Kahani a été pris en flagrant délit mercredi dernier avec dans son sac une bombe lacrymogène, un couteau et une chaîne. Il a été aussitôt renvoyé en attendant la réunion de la commission de discipline de l'établissement. L'incident qui s'était passé, on n'était pas au courant. C'est nos enfants qui nous ont mis au courant. C'est pour ça qu'il faut réagir. Avant que les vases soient débordés, il faut qu'on fasse un mouvement pour montrer qu'on n'est pas dormi. Il a gazé dans la classe. Il avait encore un couteau et avec une minuette. Il est très important, cet élève-là. Le moment où ils étaient dans le bus, il a dit aux autres qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose au collège. Ses parents ont juste voulu attirer l'attention des autorités sur la problématique de la sécurité de leurs enfants dans ce collège avant la reprise des cours lundi prochain. Et en attendant que les promesses prennent forme, et ils restent très vigilants, ils demandent que l'on fouille les sacs des élèves avant qu'ils n'arrivent dans les salles de classe. Rappelons qu'il y a 1056 élèves au collège de Ouangani. 6 mois après l'acte 2 de leur mobilisation, les fonctionnaires d'origine ultramarine étaient de nouveau rassemblés pour un acte 3 devant le ministère de l'Action des comptes publics à Paris-Bercy pour dire non une fois de plus à la réforme des congés bonifiés. Voyez ce reportage de nos confrères d'Outre-mer la première. Ils sont de nouveau mobilisés contre le projet de réforme des congés bonifiés mené, disent-ils, de façon unilatérale et dramatique par le gouvernement. Une délégation était reçue ce matin au ministère de l'économie et des finances dans l'espoir d'ouvrir des négociations. Au ministère de l'Outre-mer, c'est un engagement qui était pris de négocier. Et là, depuis 2 semaines, il n'y a plus de négociation. C'est quand même brutal et manque de mépris pour les originaires d'Outre-mer. La crainte des fonctionnaires originaires des Outre-mer est d'assister impuissants à la casse de leurs acquis sociaux, comme la suppression des 30 jours de bonification. Pourquoi va-t-on encore appeler ça des congés bonifiés, puisque finalement le mois de bonification va être supprimé? On va parler de la surrémunération. Elle est maintenue pour l'instant, mais je pense que la surrémunération, à un moment donné, ce sera la même chose. Elle va sauter. De retour de la rencontre au ministère, la délégation n'a pas obtenu l'ouverture de négociations. Syndicats et associations qui veulent le retrait du projet se disent prêts à passer à l'offensive. De la fonction publique. Nous, on considère que c'est le rapport de force qui fera inverser la danse. En tout cas, la politique que veut mener le gouvernement. Et nous, on continue à faire élever le rapport de force dans les différentes manifestations qui vont à venir. Le décret d'application de la réforme sera présenté le 10 décembre pour une validation administrative et devrait être publié début 2020. Et puis ce moment de joie et de fierté pour l'ancien président de l'association Ouadzadé Ouamaoré, devenu le président de l'UDAF Mayotte. Ali Nizari a été nommé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite, distinction honorifique pour celui qui a longtemps œuvré et qui œuvre encore dans les associations d'aide aux familles. Sa cérémonie de remise de médailles a eu lieu ce vendredi 15 novembre à la Case Rocher à Dzaoudzi. On écoute, il est au micro d'Ibrahim Dogo.
Je me sens bien parce que lorsqu'on a la famille à côté, on a les amis, on a les collègues, ça montre à quel point tout ce qu'on a fait a servi à la nation, a servi à la population. Donc c'est une concrétisation de ce qu'on fait et ça nous donne encore plus d'énergie, de force pour pouvoir aller de l'avant, parce que Mayotte a besoin aussi d'avoir des personnes peut-être aussi qui s'intéressent aux familles, aux plus démunis, et c'est ma marque de fabrique. Moi j'ai été élevé par ma grand-mère maternelle. Je n'ai pas eu la possibilité parce qu'elle est partie lorsque j'étais à la classe de 3e. Donc c'est une manière de le rendre aussi la pièce parce qu'elle m'a beaucoup donné. Et donc je ne pouvais pas accepter que les personnes âgées restent sans que personne ne s'en occupe. Parce que ma grand-mère a passé tout son temps à s'occuper de moi. Donc c'est vraiment le rendre la pièce et c'est un devoir pour moi, je pense. En bref, toujours mathématiques pour demain, c'est le thème d'un colloque qui s'est tenu aujourd'hui au collège de Kwale à Tsunzu. Les professeurs de tout niveau se sont réunis pour réfléchir sur les mathématiques de demain et sur leur enseignement. Le premier laboratoire de mathématiques de Mayotte sera inauguré dans ce même établissement dans les prochains jours. On écoute l'inspecteur pédagogique régional de mathématiques. Il est au micro de Géraldine Lui et Afoumani Simba. Les mathématiques évoluent comme toutes les sciences et c'est vrai qu'on a tendance, notamment dans l'enseignement primaire, secondaire, au collège, au lycée, à faire des mathématiques comme il y a très longtemps. Or, les mathématiques, c'est une science extrêmement vivante, beaucoup plus vivante qu'on croit. Et donc, il est important de faire le point sur les nouvelles manières de travailler, d'enseigner, où on est la recherche en mathématiques. Et on a besoin, à Mayotte aussi, de diffuser, de se poser des questions ensemble. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec tous les collègues. Alors aujourd'hui, il y a des collègues du premier degré, de maternelle, des formateurs du CEFR, des profs d'université. Le jeu est un moment important pour notamment dédramatiser l'enseignement des mathématiques et faire en sorte que l'élève se sente à l'aise et arrête d'entendre cette phrase éternelle de « je n'aime pas les mathématiques »,« ah ben mon fils c'est normal, il réussit pas en maths parce que moi j'étais pas bon en maths », dans le sens que les mathématiques en réalité tout le monde en fait tout le temps, mais il y a un moment il faut se lâcher psychologiquement. Et le jeu en mathématiques permet de se lâcher et c'est ça qui est justement particulièrement intéressant. Je vous le disais, nous sommes avec l'auteur d'origine mauricienne Ananda Devi, qui est de passage à Mayotte, invité par la revue Projectile, revue d'analyse, de réflexion et de critique sur les arts et les littératures de l'océan Indien. Avant de la recevoir, je vous propose cette rencontre. Il était avec des lycéens de Mamoudzou Nord. Un moment d'échange suivi pour nous par Géraldine Lui et Youssouf Ahmed Matoir. Pas toujours facile de capter leur attention, mais quand Ananda Devi se raconte à ses lycéens, chacun prête l'oreille et veut en savoir plus. Je voulais savoir quelle sensation ça fait d'écrire un livre. C'est une question intéressante, mais assez difficile à répondre. J'ai envie de tout rassembler, que je ne suis pas en train juste, par exemple, de décrire un lieu, mais de faire ressentir le lieu, d'amener le lecteur à en voir les couleurs, sentir les odeurs, ressentir la chaleur ou la pluie sur les épaules. Ressentir leur souffrance, entrer dans leur tête, Ananda Devi vit pleinement ses personnages. Dans son roman Ève de ses décombres, l'écrivaine décrit le quotidien d'ados brisés. Les filles m'évitent par peur de la contagion. Ma réputation est faite. Je suis seule. Mais j'ai bien compris depuis longtemps la nécessité de la solitude. Je marche droite, intouchée. Moi, quand j'ai lu ce texte, en fait, je pense le contraire. C'est pas parce que on traîne avec des gens qu'on aura forcément la même habitude qu'eux. On nous a donné un cerveau pour réfléchir, on a une tête pour réfléchir. Pousser à la réflexion, c'est l'objectif de la revue Projectile. Elle est à l'origine de cette rencontre. Ça permet d'incarner les textes. Très souvent, la littérature est quelque chose pour eux de très abstrait. Moi, j'étais enchantée des réactions des élèves, de leur enthousiasme aussi. Et pour eux, de rencontrer un auteur, je suis certaine. Plusieurs ont demandé comment on devenait auteur, comment on écrivait, qu'est-ce que ça faisait d'écrire. Et j'ai senti chez plusieurs d'entre eux, et je vais évidemment surfer sur cette vague, l'envie également d'écrire, l'envie de porter une voix. Et puis c'est mon but aussi, d'amener ces élèves vers l'écriture. Cet échange avec un auteur de proximité et son écriture propre à l'océan Indien
pourrait être un déclic. Peu importe d'où on vient, en fait, notre lieu est toujours ancré en soi, enraciné en soi. L'étape à faire par la suite, c'est que de ce lieu-là partent des textes qui puissent parler à d'autres publics, peu importe où ils se trouvent. Le personnage le plus éloigné de moi, c'était celui du Sariver, où c'est un vieil homme de 80 ans qui est grabataire, qui va mourir, qui est mourant, mais qui a une violence de sa parole, mais qui a aussi été violent physiquement dans sa vie. Cette violence en littérature, Ananda Devi l'évoquera lors d'une conférence au centre universitaire de Dimbéni le 15 novembre. Autre temps fort de la visite de l'auteur, les rencontres publiques à la Maison des Livres et à la bouquinerie de Passamainti, samedi 16 novembre. Voilà, Ananda Devi est avec nous. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, je le disais que vous êtes de passage à Mayotte. Vous avez pu rencontrer des élèves, comme on a vu dans ce reportage, mais aussi d'autres écrivains et du public. D'abord, un mot sur ces échanges. Sur les échanges avec les lycéens et les étudiants à l'université en particulier, j'ai trouvé qu'il y avait une grande richesse dans leur regard porté sur mes livres, mais aussi sur la littérature en général, qu'ils étaient friands, je dirais, de cette expérience et de savoir vraiment ce qui se passe sous la couverture ou entre les couvertures d'un livre. On a l'impression que c'est quelque chose de figé, mais en fait, ils se rendent compte à ce moment-là qu'il y a du vivant derrière et qu'il y a une personne derrière, qu'il y a un travail. Et j'ai trouvé que les échanges étaient particulièrement intéressants et qu'ils étaient très enthousiastes, qu'ils étaient vraiment, ils ont joué le jeu tout le temps. Et j'espère en tout cas que cela continuera et qu'ils pourront donc effectivement vivre la littérature différemment que sur les bancs de l'école. Donc ils étaient plus sensibles à cette thématique. Et justement, quel regard portez-vous sur la littérature de l'océan Indien ? Je pense que c'est une littérature qui est très riche et qui est aussi diverse que les peuples de l'océan Indien, c'est-à-dire que nous avons des cultures ancestrales très différentes, mais que nous avons tous apporté sur ces petites terres et nous avons fait quelque chose de peut-être de plus syncrétique, si vous voulez, mais qui rassemble donc différentes pensées, différentes cultures, différentes littératures, pour en faire quelque chose de neuf. Donc il me semble que l'océan Indien, c'est un peu un microcosme du monde, que nous avons quelque chose à dire au monde à propos de la diversité, des difficultés de cette diversité, de la fragilité identitaire pour laquelle nous essayons de résoudre de toutes nos forces. Et la littérature est peut-être un de ces moyens de donner une forme de réponse. Votre dernier roman publié chez Grasset, Manger l'autre, une allégorie de notre société avide de consommer avec le culte de la minceur. Donc c'est un thème d'actualité qui concerne toutes les sociétés. Oui, absolument. C'était un thème que j'ai ressenti fortement par rapport à la manière dont les jeunes aujourd'hui, surtout les adolescentes filles, ont un regard sur elles-mêmes, sur l'image, qui est tout à fait formaté dès leur jeunesse, dès leur enfance quasiment, par les médias, par les magazines, par les acteurs, les actrices, etc. De sorte que ceux ou celles qui ne sont pas dans la norme souffrent énormément et elles sont exposées au regard justement permanent des caméras, des smartphones. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, cette espèce de spectacle de soi constant. Et on voit tout le temps les jeunes prendre des selfies. Donc se mettre en scène, c'est une mise en scène de leur vie, mais parfois ça ne leur permet pas d'appréhender la vérité et leur vérité profonde. Et donc je pense que dans ce cas-là, la souffrance de cette jeune fille par rapport à son obésité, qui est une pathologie, était quelque chose que j'avais envie d'aborder dans ce roman. Alors on a vu tout à l'heure, au tout début de ce journal, cette violence dans les établissements. La littérature peut être une arme justement pour lutter contre cette violence, cette l'oisiveté des jeunes. Écoutez, je l'espère. Je pense que c'est une manière d'approcher l'autre
que la littérature permet d'entrer dans une sorte de dialogue d'abord, donc d'essayer de comprendre l'autre. Et par exemple, si je prends un livre comme Ève de Sédécombre, où ce sont des jeunes de 17 ans qui habitent dans une banlieue de Port-Louis, donc à Maurice, et qui sont justement dans une espèce de dérive sociale et psychologique terrible, ce sont peut-être là des personnages qui peuvent parler aux jeunes et qui auront peut-être l'impression qu'à travers ces personnages, quelqu'un essaie de les comprendre. Peut-être le lecteur va essayer de les comprendre, mais j'ai essayé aussi de comprendre d'où vient leur souffrance, d'où vient leur désespoir aussi, qui va parfois aboutir à la violence. Et donc je crois qu'avant d'essayer de porter un jugement, de condamner, de dénoncer, il faut surtout commencer par comprendre. Alors, une toute dernière question. Quel conseil donnerez-vous à ceux et celles qui veulent se lancer dans la littérature, dans l'écriture? Moi, par exemple, j'ai commencé depuis 2008 et je n'arrive même pas à faire 5 pages. Quel conseil pouvez-vous donner Je dis d'abord qu'il faut lire énormément. C'est le véritable apprentissage de l'écriture, c'est la lecture. Ensuite, il faut quelque part se lancer. Plus on écrit et plus on apprend à écrire. Et donc ne pas trop se mettre peut-être des objectifs trop élevés ou alors tout de suite penser au succès ou se dire ce n'est pas bon. Non, il faut se faire confiance et continuer à écrire le plus possible. Merci beaucoup Ananda Devi pour toutes ces précisions. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans la région Komora-Moroni, le manque d'eau est une problématique récurrente, mais ces derniers jours, la pénurie se fait de plus en plus ressentir. Et pour s'approvisionner, les habitants font recours à un système D, celui des vendeurs de bidons d'eau. Faiza Soulé et Ibrahim Issouf. À Moroni, le ciel est désespérément sec. Aucune goutte de pluie. Ajoutez à cela une pénurie d'eau. Cela fait 5 jours que les robinets sont à sec dans plusieurs quartiers de la capitale et de ses environs. Les habitants s'impatientent. Ce problème est causé par un problème du réservoir mère, qu'on l'appelle RB 2000. Donc on a constaté des fissures. Lorsqu'on stocke l'eau, on perd beaucoup d'eau. Donc on a mis en place les mesures pour colmater au plus vite que possible les failles. Je rassure aussi à la population qu'aujourd'hui même, on va commencer à remplir l'eau à RB 2000. Du matin, ils vont avoir l'eau sans aucun problème. En attendant, les habitants s'organisent pour parer au plus urgent. Depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'eau du tout. Donc là, il n'y a plus d'eau dans les citernes. Dans ma citerne, on achète. Là, il y a les vendeurs d'eau, les bidons. Ceux qui ont les voitures, ils tournent. Donc ceux qui ont les numéros, ils les appellent. Vendeur de bidons d'eau, un métier qui a vu le jour il y a quelques années et dont le succès ne faiblit pas. À la base, je suis maçon. Mais avec la pénurie d'eau, j'ai dû opérer une reconversion. Même dans notre capitale, nous peinons à trouver de l'eau. Il ne pleut pas. Raison pour laquelle je vends des bidons d'eau. J'en vends 240 par jour, pour 50 centimes d'euros l'unité. Parfois, nous venons à la station de pompage et il n'y a pas d'électricité. Et sans courant, pas moyen de remplir les bidons. Dans ce cas, nous nous asseyons en attendant son retour. Parfois, il est coupé de 10h à 18h. S'il y avait un groupe électrogène, cela nous aurait beaucoup aidé. En 2020, le Fonds saoudien va réhabiliter le réseau d'eau de la Grande Comore. En 2022, le Fonds vert va refaire le réseau au niveau national. Il va également augmenter la capacité de stockage. En effet, on estime à seulement 15% la population qui a accès à l'eau potable en Union des Comores. Le label High Quality Wall Watching, la prononciation n'est pas garantie, fête son anniversaire 1 an depuis la première signature. Ce label créé en Méditerranée et adapté pour le lagon Maoré. Il s'agit pour le parc naturel marin de proposer aux opérateurs nautiques une alternative au respect de l'environnement pour protéger les mammifères marins. Les opérateurs qui avaient signé l'année dernière se sont engagés à renouveler leurs engagements. On écoute l'une des responsables du parc marin au micro d'Ibrahim Mdougou.
L'objectif du parc marin et ses partenaires en mettant en place le label High Quality Whale Watching, c'est de pérenniser les activités touristiques. Parce que avec ces bonnes approches, ces bons comportements, cette diversité de prestations, on va moins déranger les animaux et du coup ils vont pouvoir rester dans notre lagon, y revenir, se sentir bien à Mayotte et on va pouvoir continuer à les observer les années prochaines et on espère nos enfants, nos petits-enfants. Donc c'est important pour Mayotte, c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait le comité de tourisme qui était avec nous également et les offices de tourisme de Petite Terre et du Sud et du Grand Ouest. Voilà. Et pour finir, dans le cadre de nos séries de reportages consacrés à notre déménagement vers les Hauts-Vallons en Grande Terre, ce soir nous vous proposons un sujet tourné il y a 9 ans sur l'installation des antennes pour l'arrivée de la TNT. C'était en décembre 2010. À l'époque, on recevait déjà 8 chaînes gratuites. Le reportage est signé Nizar Soufou. Nous sommes à Kaweni, dans le local de TDF. Le directeur de l'entreprise est venu spécialement de La Réunion pour constater l'évolution du travail. En moins de 15 jours avant de démarrer la TNT, il reste encore 2 émetteurs à installer, mais la direction est confiante. Sur Petite Terre, c'est le site de la Vigie. Avec uniquement ce site de Combani, vous couvrez, avec l'ensemble des émetteurs, plus de 80% de l'île. C'est quand même important. Le programme aujourd'hui, visiter les sites de Chungi et de Ongoju, dans la commune de Bouéni. Après 45 minutes de route, nous sommes arrivés à notre première destination. Sur place, 4 techniciens, dont 2 Hongrois, dépêchés pour l'occasion, travaillent d'arrache-pied. Sur les pylônes comme celui-ci, des antennes ultra haute fréquence remplacent les VHF. Le 30 novembre prochain, fini les images analogiques, vous capterez désormais chez vous des images numériques de très bonne qualité. Le signal sera parfait. Le fait d'avoir une grosse parabole va nous permettre de sécuriser le signal, de le renforcer, de le conforter pour éviter que, à part vraiment une très grosse averse, un cyclone, mais la plupart du temps, la majeure partie des averses qui coupent actuellement les signaux satellitaires, la majeure partie de ces problèmes-là sont résolus en TNT, bien sûr. Pour la direction de Mayotte Première, tout est fin prêt. Le délai sera respecté. France Télévisions diffusera 8 chaînes gratuites. Mayotte Première, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, France 24 et Arte. Pour les recevoir, il suffit d'écouter les émissions spécialisées sur Mayotte Première, radio et télé. Pour recevoir la TNT à la maison, dans les foyers, il y a plusieurs façons de faire. Soit le téléspectateur a un téléviseur récent qui a donc la TNT HD intégrée, auquel cas il a juste une recherche automatique à faire pour recevoir le bouquet TNT. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas de téléviseur récent, à ce moment-là, il doit faire 2 choses. D'une part, vérifier que son antenne est bien une antenne UHF, et d'autre part, il doit s'équiper d'un décodeur TNT HD, et à ce moment-là, après il fait la recherche automatique pour avoir le bouquet TNT. Des aides seront attribuées à l'avenir aux personnes n'ayant pas de moyens financiers pour acheter les matériels pour pouvoir bénéficier de la TNT. Mais par mesure de précaution, gardez vos tickets de caisse. Si vous remplissez les conditions, vous serez remboursé. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre Daosh Daou pour le journal Amaoré, suivi de votre programme de la soirée, le Trail des Amis, édition 2018, avant le top départ de cette année prévu le dimanche prochain. Passez une très belle soirée sur la première et à demain.